CCL Radio. Épisode 3. Discussion en groupe. Ça vient un peu, c'est l'approche motivationnelle, c'est un peu une approche qui a été développée dans les 20 dernières années. Là. Ils appellent ça la réduction des méfaits. Il y a beaucoup de personnes... Tu sais, à l'époque, les thérapies des années 80-90, toutes les maisons de thérapie, c'est l'abstinence totale. Il y a beaucoup de personnes, pour ça que les premières thérapies, ça ne fonctionnait pas. La plupart, tu sais, le monde avait des ambivalences, des résistances à tout arrêter. Fait que là, ils vont avec l'approche motivationnelle, c'est la réduction des méfaits. Là, on voit souvent la pub à la TV, la modération meilleur goût, là, 12 consommations pour les hommes, 10 pour les femmes. Pas dans la même journée, là. Ouais, c'est ça. C'est sur une semaine. Ouais. Puis souvent, mais ces personnes-là, ils essayent. Si ça marche, tant mieux. Mais quand la dépendance est installée, désolé, ça va fonctionner une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois. Puis fait que là, ils rechutent. Fait que la consommation augmente. Puis quand ils reviennent là, en thérapie, on peut dire, ou dans une autre consultation, ils n'ont plus de résistance d'ambivalence. Quand ça fait 3, 4 fois que tu essaies et ça ne fonctionne pas, fait que la réduction des méfaits, c'est pour t'amener seulement à toi à décider d'arrêter de consommer par toi-même. Ça ne vient pas de ton employeur, de tes enfants, conjoints qui t'obligent à aller en thérapie parce que tu as un problème. Fait que avant, c'était tout le temps ça. Fait que ça rechutait souvent, beaucoup de rechutes. Mais il y a une autre chose, ça c'est comme on dit, après ça, il y a l'approche motivationnelle, la précontemplation, la contemplation, la préparation, passer à l'action, puis le maintien de la sobriété. Hein. Fait que c'est tout un cheminement. Puis quand le monde sont en précontemplation, mais ils sont pas prêts encore à arrêter. Même si l'entourage va parler d'un problème, c'est puis ça. Fait que là, ils sont encore dans le déni. Là. Ils vont minimiser leur consommation, ils vont comparer, blâmer. Là, ils vont se remettre en question quand c'est ça. Fait à un moment donné, après ça, ils vont devenir peut-être plus prêts à voir quand ils sont en contemplation. Là, ils ont un problème puis ils le savent. Là. Fait que souvent, là, quand ils vont passer à la préparation, mais ils vont appeler des ressources, ils vont appeler à quelque part. Puis nous autres, comme quelqu'un vient à la ville là. Puis souvent, comme je dis souvent, ils arrivent en thérapie. Il y en a qui font une thérapie, c'est 21, 28 jours, ils mangent bien, dorment bien, ils consomment pas. Ils la subissent. Non, ils sont corrects. Mais ceux-là qui la subissent, souvent, ils s'en vont parce que ils sont pas contents d'être là, ça leur tente pas d'être là, ils sont obligés d'être là. Souvent, nous, on les garde pas parce qu'ils sont très négatifs dans la maison, ils vont chialer sur tout, ils vont se plaindre sur tout, puis tout le monde n'était pas bon, puis comme quand je les rencontre, moi, ce que je sache, c'est pas nous autres qui t'ont appelé, là. Aide-nous à t'aider, là. Tu sais, puis là, souvent, des fois, ça va fonctionner un peu. Puis il y a du monde qui vont aller vivre leur thérapie. Ils vont aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie de la consommation de problématiques. Ça part de où, ça? Famille dysfonctionnelle, carence affective, un événement qui est arrivé, soit dans l'enfance ou peut-être plus tard. Ça, des fois, c'est pas des mécanismes d'adaptation, des mécanismes de survie que tu fais inconsciemment. Puis quand ils arrivent en thérapie, puis ils deviennent conscients de ces comportements-là, puis s'ils ne fonctionnent plus, si tu es en l'aide avec toi-même. C'est ça le but de la thérapie. Là, voir qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi qu'il faut que je sache, c'est quoi qu'il faut que je fasse pour que ça change. Puis très peu de personnes vont le faire. C'est ça qui est plate. C'est pour ça que la motivation, là, parce que la motivation au changement, puis le monde a de la difficulté, quand ils sortent de thérapie, de changer tous les modes de vie. Puis c'est pas évident, là. Plusieurs pensent que 21, 28 jours en thérapie, c'est magique. Mais que je sors de thérapie, c'est beau, j'ai fait 28 jours, puis là, je consomme plus. Puis le premier mois, ça va bien, puis t'es la saveur du mois dans la famille, tout comme je disais, là. Tu sais, t'es motivé sur la thérapie. Le deuxième mois, ça s'essouffle un peu, puis le troisième mois, 75% des rechutes se font les 3 premiers mois, là. Fait qu'après 3 mois, souvent, ils rechutent, puis là, ils mettent pas en application les outils qu'on leur a donnés. Comme elle dit, ils mettent le cartable dans le tiroir entre chez eux, puis le coffre d'outils, puis c'est le tiroir qui a du rétablissement, là, comme je dis. Là. Ouais, c'est ça. Puis quand je pose la question du monde dans la salle, les ateliers, qui a fait ça, ils lèvent toutes les mains. Ils pensaient qu'avec je suis lu 28 jours. Mais c'est tout un processus après, le suivi. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'approche, mais l'approche Minnesota, les 12 étapes, le soutien, la force du nous, les résidents ensemble, les dépendants ensemble. Ça a sauvé des vies. C'est très fort. Le meeting des anciens qu'on a, là, on a du monde qui fait 5, 10, 15, 20 ans qu'ils sont venus à la ville-là. Ils sont encore dans l'action. Puis le rétablissement, c'est dans l'action que ça se fait, avec les outils qu'on leur donne. C'est ça, c'est un travail de tous les jours, quand même. C'est ça. On leur parle. Le soutien, c'est... Quand je l'ai dit dans l'atelier, là, qui c'est qui a déjà essayé d'arrêter de consommer tout seul? Tout le monde lève la main, là, ça n'a pas marché. Pas. Si vous pensez qu'après 21, 28 jours, ça va marcher, oui, mais ça dépend de ce que vous allez faire après, quand vous allez sortir. Allez-vous servir des outils qu'on va vous donner.
Parce que c'est dans le soutien que ça fonctionne, le rétablissement. C'est le soutien. Tout seul, ça ne fonctionne pas. Là. C'est ça. Dans la Villa, on a plusieurs approches, dont l'approche motivationnelle dont Yvon vient de parler. On a aussi cognitivo-comportemental, puis Minnesota, là, facilitateur des 12 étapes. L'approche motivationnelle, c'est très intéressant. C'est essayer de faire progresser la personne dans son stade de motivation. Comme Yvon disait, il y a plusieurs stades de motivation. Puis le premier, à la base, là, ça s'appelle la pré-contemplation, là, mais c'est la période... Des ambivalences. La pré-contemplation, c'est la période où tu es dans le déni. Tu ne reconnais pas que tu as un problème. Tout le monde autour de toi sait que tu as un problème. Tout le monde voit que tu as un problème, mais toi, tu ne le reconnais pas. Ou pour la plupart des gens qui sont en pré-contemplation, ils savent dans le fort intérieur qu'il y a un problème, mais ils ne veulent pas le reconnaître parce que le déni, quand tu n'es pas prêt à changer, c'est la position la plus confortable dans tes relations humaines. Même si tu sais que tu as un problème, tu n'es pas pour l'avouer publiquement aux autres que tu as un problème parce que là, tu es obligé de faire quelque chose. Les gros égos, les dépendants. C'est ça. Tu as des gros égos, tu es obligé de faire quelque chose. C'est comme la personne sur l'autoroute qui dit « Voyons, tout le monde roule à l'envers, qu'est-ce qui se passe? » C'est ça. Notre travail, d'autres des intervenants, une personne qui est dans le déni, là, qui ne reconnaît pas encore qu'elle a un problème, ben, c'est de faire réaliser le problème en le mettant en contradiction dans son propre discours. Genre, tu dis que tu n'as pas un problème avec l'alcool, mais tous les vendredis matins, tu calls malade pour pas aller travailler parce que tu as eu ta paye le jeudi, puis tu t'es imbibé le jeudi soir. Les fameux gastro le vendredi. Mais nous autres, la plupart des gens qui nous arrivent sont dans le deuxième stade de la motivation. On a parlé de précontemplation, tu es dans le déni. Le deuxième stade, à partir du moment où tu acceptes de dire, oui, peut-être j'ai un problème avec la substance, là, tu tombes en contemplation. La contemplation, ça, c'est la période où tu es dans le oui, mais... Oui, j'aimerais tellement ça arrêter, mais j'ai aucune idée de comment je vais faire, puis j'ai aucune idée. Je ne veux pas perdre tous les avantages de la consommation, fait qu'on est dans le oui, mais. Nous autres, on a beaucoup de gens qui arrivent à Villa qui sont dans le oui, mais. Ils savent qu'ils ont un problème, mais ils n'ont aucune idée comment faire pour arrêter de consommer, puis ils n'ont aucune idée si c'est faisable ou pas, puis ça leur fait peur, ça les insécurise au maximum. Fait que dans ce temps-là, le travail qu'on fait avec ces gens-là, c'est la balance, on appelle ça la balance décisionnelle, là, quand ils sont dans le oui, mais, là, les avantages puis les désavantages, on les essaie de les faire explorer là-dedans, puis qu'ils puissent aussi se visualiser dans une vie sans consommation. Là. On essaie de leur donner de l'espoir, puis de leur expliquer que ça existe, une vie sans consommation, puis qu'il y a du bonheur dans une vie sans consommation. On essaie de les amener dans cette réalité-là. Fait que c'est ça le travail des intervenants avec l'approche motivationnelle, là, c'est d'augmenter leur motivation, puis leur donner espoir que oui, c'est possible, ça se peut, ça existe, des gens qui ne consomment pas puis qui sont heureux, puis qui font la même chose que soi, qui sont dans le même genre de vie que toi, là, ça existe. Fait que c'est beaucoup ça. On l'entend directement au téléphone quand il appelle. Hein? C'est ça. Puis quand ils deviennent motivés, qu'ils sortent un peu du oui-mais, qu'ils prennent la décision, oui, j'essaye, puis ils sont vraiment motivés à réussir. Il y a encore des doutes, mais ils veulent essayer. Là ils tombent en mode préparation. Bien là, c'est le temps de leur donner, commencer à leur donner des outils, commencer à les aider à s'en sortir. Puis après ça, des soutenir. Après ça, l'autre étape, après, c'est l'action, c'est les aider, de les soutenir dans leur action. Les amener, comme Yvon disait, comme aussi. De rétablissement. Puis après, bien, le post-cure, c'est le maintien. C'est la dernière étape de l'approche motivationnelle. On les garde beaucoup on essaie de maintenir la sobriété avec le meeting des anciens, avec le post-cure, etc. Fait qu'à Villa, on a des outils là, pour travailler avec les gens dans chacune des 5 stades de l'approche motivationnelle. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, outre l'approche behaviorale cognitive, on modifie les distorsions, on les aide à prendre place à des nouveaux comportements justement pour modifier leur mode de vie. J'aurais tendance à dire que l'approche des 12 étapes, depuis les années que je travaille à Villa Saint-Léonard, c'est ça qui a sauvé leur vie. Mm-hmm. C'est ça qui a permis qu'ils se maintiennent dans le stade, justement, du maintien. Au niveau de la discipline, absolument, de la motivation. Absolument. Le soutien, c'est la force du nous, des dépendants ensemble. Là. Les groupes d'entraide, j'avais lu venir une étude, ensemble. Peut-être pas une dizaine d'années, là, sur une étude américaine sur 5 ans. Les approches étaient bonnes. Ils disaient que l'approche qui avait le plus haut taux de succès, c'était l'approche Minnesota, toutes dépendances confondues. Que ce soit l'alcoolique ou dépendant, cocaïnomane, gambleur anonyme, ou mangeur anonyme. Toutes les dépendances confondues, c'est l'approche qui avait le plus haut taux de succès. Ouais. J'ai pas de misère à le croire. Les autres approches sont bonnes aussi, là. Oui, mais je trouve que cette approche-là, la force du nous après,
On en fait de la réduction de méfaits à la Villa Saint-Léonard pour ceux qui sont trop prises, bien, des gens qui par voie, le mode d'administration par voie intraveineuse, qui vont utiliser là, soit d'héroïne ou de la cocaïne, bien, ils vont se retrouver avec un traitement de substitution, soit de Suboxone, méthadone ou du blockade. Donc, qui fait partie exactement de la réduction des méfaits à ce moment-là. Donc, ils vont prendre ça 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y en a même jusqu'à 10 ans. C'est ça. On fait ça aussi à la Villa Saint-Léonard. On accueille ces gens-là qui sont sous traitement là, de substitution pour justement là, les aider à rester dans le maintien de leur établissement, pour éviter qu'ils retombent dans le piège de la consommation là, par intraveineuse. aussi les programmes de méthadone. Les opioïdes, les opiacés. Là, ça fait longtemps que ça a été certifié de méthadone. Ça fait longtemps. J'avais une formation à l'époque, le méthadone. Puis on avait quasiment jamais notre clientèle. Le CRDQ n'en voyait un de temps en temps. Si on peut en avoir 1 ou 2 par année, là, mais à cette heure, c'est de la méthadone. Comment ils sont sur la méthadone? Oui, j'imagine avec le fléau de la fentanyl, c'est épouvantable. Les antidouleurs qu'on prescrit aussi, là, faut faire attention. Hein. Les médecins, ils font ce qu'ils peuvent pour justement aider la personne à avoir le moins de douleur possible. Cependant, c'est tellement sournois de tomber dans cette dépendance-là. Il ne faut pas redonner quelque chose qui va leur redonner une dépendance non plus. Eux autres, ils vont juste poursuivre, puis c'est du renouvellement de prescription. Fait que là, oups, c'est parti. Souvent, c'est suite à une blessure, quelqu'un a sa constitution, il a commencé à morphine. C'est parce qu'il avait mal. Commence les antidouleurs. C'est ça, il en prenait plus que le client demande, comme on dit. Oui, c'est ça, il s'en prenait 2-3 de plus parce qu'il avait plus mal, puis finalement, j'aime ça, j'en prends 2 le vendredi soir. Ils prennent ça comme des bonbons. Oui, puis à un moment donné, le médecin dit c'est assez, là, puis ils vont sur le marché noir, puis ça continue. J'en ai eu, je sais pas comment, de thérapie. On en a encore. C'est en vrai, puis on en a encore. C'est du monde quand même qui avait une vie très normale. C'est suite à un accident que ça a tout changé. Là, ça, on n'est pas les seuls au Québec, dans l'Amérique du Nord, partout. À un moment donné, il disait que la morphine, les opioïdes. Les opioïdes, il avait sorti, c'est l'Oxycontin, c'est un médicament qui ne donnait pas de dépendance. Il y a même une série. Ils se sont fait poursuivre. Des milliards. Absolument. Les médecins sont même compagnie pharmaceutique partout, puis tout le monde, tu sais. Ils donnaient ça à monsieur, madame, tout le monde. Les études avaient été cachées. Ils disaient que c'était un antidouleur qui ne donnait pas de dépendance. Ça a fait des ravages, même au Québec, de ça. Puis le monde sont devenus accros, puis quand il y avait plus mal. Mais souvent, c'était les anciens vétérans, ceux qui revenaient de la guerre, les blessés de la guerre, mais là, c'est plus juste ça. Là. Ils n'en donnent pas juste à ces gens-là. Là. Il est en manque ben reste. Évidemment qu'il n'y a pas de sevrage. Oui, il y en a un sevrage. Il est énorme. Ils disent qu'il y a 100 000 personnes aux États-Unis qui meurent de ça chaque année, encore, avec les opiacés. Actuellement, il y a même un recours collectif au Québec qui vient de se conclure, là. Les gens qui ont développé une dépendance aux opiacés suite à une prescription médicale de certains médicaments comme le Dilodil, l'Oxytocin, etc. Il y a des médicaments comme ça. Le recours vient cette semaine, on a entendu à la radio, le recours vient d'être reconnu. Puis les gens qui ont développé une dépendance suite à une prescription médicale d'un de ces médicaments-là qui les ont amenés vers la dépendance, là, peuvent avoir... il y a 220 millions, je pense, qui ont été débloqués par les pharmaceutiques pour que les gens qui ont développé une dépendance puissent avoir accès à une compensation. Mais le gros problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de retrouver ces gens-là. Il y en a beaucoup qui sont Il y en a beaucoup qui sont rendus dans la rue, qui sont rendus des sans domicile, etc. Puis c'est ça. Puis les enjeux... Tu vas avoir, c'est ça, les enjeux. C'est sûr que tu vas avoir un sevrage après, pour que ce soit. Les conséquences... La médecine a reconnu le danger de ces molécules-là. Je pense qu'à ce temps, les médecins, j'ose espérer qu'ils gèrent ça avec plus de prudence puis plus de questionnement, mais c'est pas nécessairement la faute du monde médical parce que c'est les pharmaceutiques qui leur vendaient ces produits-là avec moins d'informations sur les effets secondaires. Ils sont moins visés aussi. Des gens qui avaient des intérêts plus pour leur poche que pour le côté humain, mettons, disons ça comme ça.